Bienvenue dans C'est la santé, votre magazine hebdomadaire où médecins et spécialistes vous apportent leur lumière sur un thème de santé en partenariat avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Aujourd'hui, nous parlerons des maladies cardiovasculaires avec deux spécialistes de la question. Ils travaillent tous les deux à l'hôpital de la Timone. Il s'agit du professeur Jean-Claude Déharo, cardiologue, et du docteur Éric Pérouse, médecin généraliste et responsable de l'unité des syncopes à l'hôpital de la Timone. Bonjour à tous les deux. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, première question, qui concerne ces maladies cardiovasculaires et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en France? Je crois que c'est l'une des premières causes de mortalité. Eh bien, malheureusement, les maladies cardiovasculaires restent effectivement l'une des premières causes de mortalité dans nos pays, proche des maladies cancéreuses, mais en tous les cas, c'est l'une des premières causes. La population qui est visée le plus par ces pathologies, c'est une population d'âge moyen. Oui, c'est ce que j'allais vous poser justement comme question. Oui, qui est souvent porteuse donc, de ce que l'on appelle des facteurs de risque. Les facteurs de risque de la maladie coronaire, c'est le tabagisme, la sédentarité, le surpoids, etc. Et puis, quelquefois, qui sont déjà porteurs d'un certain nombre de pathologies, notamment l'hypertension artérielle. Quelles sont ces maladies cardiovasculaires? Alors justement, typiquement, on connaît l'infarctus. Alors, typiquement, il y a l'infarctus, il y a l'angine de poitrine qui s'en rapproche, il y a l'insuffisance cardiaque qui est une conséquence en général de ce type de maladie-là. Il y a également les troubles du rythme. Et les troubles du rythme, c'est-à-dire? Les troubles du rythme, ce sont les gens qui ont le cœur soit trop lent, soit trop rapide. C'est souvent la conséquence d'une maladie du cœur, mais c'est une conséquence qui en elle-même justifie un certain nombre de traitements très spécifiques. Quelles sont les causes de ces maladies? Éric Pérouse, on l'a vu, c'est le tabac essentiellement, mais encore? Alors, effectivement, ces maladies cardiovasculaires sont aggravées et déclenchées par un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs de risque, il y en a plusieurs types. Alors, il y a déjà ce qu'on peut appeler des facteurs de risque physiologiques, c'est l'âge, le sexe, et puis les antécédents familiaux. Alors là, justement, à partir de quel âge il est difficile de le dire à partir de quel âge. Nous, on considère par exemple qu'un infarctus est considéré comme précoce si chez l'homme il a lieu avant 55 ans et pour une femme il est précoce s'il a lieu avant 65 ans. Maintenant, il n'y a pas de maladie d'âge, je pense pas, en tout cas spécifique à partir duquel on puisse dire on est plus à risque de faire une maladie. Plus on avance dans l'âge et plus en fait les chances de faire une maladie cardiovasculaire est importante. Donc les hommes sont plus menacés que les femmes alors? Les hommes sont beaucoup plus menacés que les femmes, au moins en tout cas justement dans les premières années de la vie. On sait qu'à partir de la ménopause en fait les femmes vont commencer à avoir un risque qui vont rattraper en fait celui de l'homme. Donc dans les dernières années en fait effectivement de la vie. C'est donc une question d'hormones? Complètement en fait. Donc une fois qu'elles sont ménopausées, les hormones féminines qui protègent d'un certain nombre de maladies cardiovasculaires ne sont plus présentes et donc ne protègent plus la femme. Et donc à partir de la ménopause, leur risque va progressivement rattraper celui de l'homme. Donc ça, et puis les antécédents familiaux. Donc si votre père ou votre mère a eu donc justement un antécédent d'infarctus dans ce plus jeune âge, ça augmente votre propre probabilité à vous de faire effectivement un infarctus. Donc c'est génétique? C'est dans les gènes, il y a une part de génétique absolument dans les facteurs de risque cardiovasculaires, absolument. Donc ça, c'est des facteurs de risque qu'on ne peut pas trop contrôler puisqu'ils sont physiologiques, ils sont en vous. On est un homme, on est une femme, on est avancé dans l'âge ou pas encore, mais forcément, on y viendra. Il y a d'autres, on peut maîtriser aussi. Il y a des facteurs de risque qu'il faut, et justement, c'est là qu'il faut intervenir. Il y a des facteurs de risque donc qu'on appelle pathologiques. Donc le plus fréquent, le professeur Déharo les a cités, sont effectivement l'hypertension artérielle. On peut aussi citer la dyslipidémie, c'est-à-dire un excès de cholestérol, ou alors le diabète, effectivement. Et là, il faut essayer de les prendre en charge au plus tôt, essayer de les équilibrer au mieux, de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir un impact le moins important possible sur les artères et donc sur les possibles maladies cardiovasculaires. Quels sont les symptômes, les signes avant-coureurs de ces maladies cardiovasculaires? Mais je crois qu'il faut s'alerter chaque fois qu'on a des douleurs dans la poitrine. Ça, c'est la première chose, notamment à l'effort.
Il faut s'alerter chaque fois qu'on a un essoufflement totalement inhabituel. Alors il est normal de s'essouffler de plus en plus quand l'âge avance, mais il est anormal d'être plus essoufflé brutalement alors qu'on ne l'était pas, ou d'être plus essoufflé que quelqu'un du même âge, dans les mêmes circonstances, au même moment. Et puis, bien sûr, on attache aussi de l'importance au battement cardiaque. On ne ressent pas notre cœur en général. Quand on commence à le ressentir battre de façon trop rapide, de façon irrégulière, de façon parfaitement anormale, eh bien là aussi, il faut s'alerter. Donc ce sont les 3 signes principaux, les douleurs, l'essoufflement, les palpitations. Et puis il y en a un très important qui est également l'apparition de ce qu'on appelle nous des troubles de la conscience, c'est-à-dire l'impression qu'on va, comme on dit habituellement, tomber dans les pommes, l'impression qu'on va perdre connaissance. Des vertiges, ça, en quelque des sorte. vertiges par exemple, des faux vertiges en tous les cas, mais quelque chose qu'on appelle des vertiges dans le langage courant. Là, ça peut être effectivement le premier signe d'une maladie cardiovasculaire. Puis il y a les syncopes aussi, je crois, qui peuvent être des symptômes éventuellement d'une éventuelle maladie cardiovasculaire. Alors, Éric Pérouse. Effectivement, moi, je m'occupe tout particulièrement donc, à la Timone d'une unité qui essaye de prendre en charge donc, ce signe qui s'appelle la syncope, qui est en fait une perte de connaissance brève. Un évanouissement ? Un évanouissement, complètement. Mais c'est un vrai évanouissement, c'est-à-dire que la syncope, c'est une perte de connaissance. Si on a un simple, j'ai envie de dire simple vertige, ce n'est pas une syncope. Ce sont les prodromes, ce sont les signes qui précèdent en fait la syncope. Et une des causes donc, possibles de la syncope, c'est le cœur. Donc c'est effectivement un des signes qui peut évoquer justement une pathologie cardiaque. Maintenant, il faut savoir que la syncope, c'est aussi beaucoup d'autres pathologies. Et le but donc de cette unité qui est maintenant créée depuis 1 an et demi à la Timone, dont vous êtes le responsable, dont je suis le responsable, est effectivement d'essayer de faire le point chez un patient qui vient de présenter une syncope de façon à essayer d'évaluer au mieux d'où peut venir ce signe et est-ce que oui ou non il est cardiaque, ce qui est d'ailleurs en passant le plus péjoratif, enfin le plus grave pour les patients, puisqu'une syncope cardiaque est souvent beaucoup plus embêtante pour le patient avec des suites plus graves, alors qu'un certain nombre d'autres syncopes peuvent être d'origine plutôt neurologique, ce qui est embêtant aussi, mais en tout cas n'engage pas le pronostic du patient, ou l'engage moins. Et puis évidemment des syncopes d'origine psychiatrique. Certains patients n'ont pas vraiment de syncope, mais le font croire. Et puis il y a aussi des syncopes. Alors, j'aurais dû peut-être en parler un petit peu avant. Plusieurs types de syncopes, mais effectivement, nous, aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les syncopes qui sont à l'origine de problèmes cardiaques. Donc souvent, ces syncopes-là sont, en fait, fort heureusement, même parmi les syncopes cardiaques, un bon nombre ne sont pas trop graves, sont ce qu'on appelle des syncopes vagales, et c'est important d'en faire le diagnostic parce que justement, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Alors que si c'est une syncope cardiaque, par exemple, due à un trouble du rythme, là, c'est le professeur de Haro qui prend en charge ces patients-là et ils ont des traitements spécifiques plus importants, comme par exemple la pose d'un pacemaker. Alors justement, on va en parler des progrès qui ont été faits en matière de cardiologie. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage sur ces nouvelles techniques pour soigner le cœur à l'hôpital de la Timone. Direction le service d'un de vos confrères, le service du professeur Fraisse. En 2009, l'équipe du professeur Fraisse à Marseille a pratiqué avec succès et pour la première fois en France le remplacement d'une valve pulmonaire pour pallier un flux sanguin trop important à la sortie du cœur. L'irrigation des poumons par le sang correspond au cycle cardiaque qui se déroule en 2 temps. Une phase de contraction, dite systole, et une phase de relâchement, dite diastole. Ce sont d'abord les oreillettes qui se remplissent de sang. Elles se contractent et le sang passe dans les ventricules. Puis c'est au tour des ventricules de se contracter et de chasser le sang dans les artères, dont l'artère pulmonaire qui irrigue les poumons. Aujourd'hui, 3 adolescents dont la valve de sortie du ventricule droit laissait échapper trop de sang ont bénéficié d'un protocole d'essai de pose d'une valve prothétique permettant de pallier leur défaut circulatoire. L'originalité de cette intervention réside dans la pose par cathétérisme, évitant toute chirurgie à cœur ouvert. Cette technique présente de nombreux avantages, tout en diminuant considérablement le risque opératoire pour le patient. Ça a l'avantage, bien sûr, d'éviter cette intervention à cœur ouvert. Les 3 patients qui ont une implantation sont restés hospitalisés un peu plus de 24 heures. Et bien sûr, pas de cicatrice, pas de suite opératoire. Et avec le même résultat, les 3 patients ont un résultat tout à fait excellent, le même résultat que s'ils avaient une opération à cœur ouvert. L'unité de cardiologie pédiatrique du professeur Fraisse pratique le cathétérisme interventionnel depuis de nombreuses années. Et cette intervention novatrice ne pouvait être effectuée que dans un centre maîtrisant parfaitement la pose d'endoprothèse.
Nous sommes 3 centres en France à pouvoir implanter ce type de valve. Et on espère qu'il y en aura plus dans l'avenir. Mais c'est sûr qu'il y a une expérience technique que nous avons acquise, puisqu'à Marseille, depuis une dizaine d'années, nous traitons ces voies de sortie en implantant des endoprothèses, ce qui ne se fait pas dans tous les centres. Fabriquée à partir d'une valvulve de veine jugulaire de bœuf, la prothèse de valve s'implante à l'aide d'une voie d'abord particulière. Alors bien sûr, c'est dans une voie d'abord beaucoup plus grosse qu'une endoprothèse normale, puisqu'elle a la valvule jugulaire en plus. Cette valvule, on la comprime doucement, on la sertit exactement sur un système de largage. Et puis ensuite, on l'implante là où il y a l'obstruction et l'incontinence. Avec la réussite de cette première série d'implantations, les patients connaîtront une amélioration considérable de leur qualité de vie. Cette technique peut désormais s'exporter sur l'ensemble du territoire national. Alors on le voit, Marseille, les services en tout cas de la Timone ont l'air d'être de pointe, en tout cas en France, puisque pour revenir sur ce fameux remplacement de la valve pulmonaire, c'est la première fois que qu'une telle opération a été faite en France. C'est le cas ? C'est le cas. Alors il faut savoir que Marseille est une ville qui a un très long passé de cardiologie, et plus particulièrement de cardiologie pédiatrique. Il y a en particulier un nom très connu en cardiologie pédiatrique qui est un nom marseillais, le nom du professeur Fallot par exemple. Et il n'est pas étonnant que ce soit à Marseille que l'on puisse réaliser ce type d'intervention novatrice. Je crois que là on touche vraiment à ce que la cardiologie apporte actuellement aux patients. On arrive par des interventions de plus en plus simples, entre guillemets, en tous les cas de plus en plus simples pour le patient, à faire ce qui il y a quelques années devait être fait lors d'une intervention chirurgicale, avec tous les risques d'une intervention chirurgicale. C'est vrai qu'on a toujours l'image en tête de ces fameuses opérations à cœur ouvert qui sont très impressionnantes, justement, et qui étaient donc risquées pour les patients, ces opérations. Alors, opération à cœur ouvert, ça dit ce que ça veut dire, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd. C'est dans la chirurgie, une des chirurgies les plus lourdes. Il y avait bien sûr des risques inhérents à ça, des risques de mortalité tout court, des risques de toutes sortes de pathologies autour finalement de l'intervention. Et on évite tout ça grâce à ces gestes de cathétérisme, c'est-à-dire des gestes qui permettent d'accéder au cœur par l'intermédiaire de cathéters qui eux-mêmes cheminent dans les vaisseaux. Donc c'est des gestes qui sont moins invasifs pour le patient ? Indiscutablement, ce sont des gestes que nous appelons des gestes invasifs puisqu'on entre dans le patient, mais qui bien entendu sont beaucoup moins traumatisants pour le patient. Quelles sont les autres améliorations justement dans les traitements par rapport à ces maladies cardiovasculaires, au niveau des médicaments sans doute à prendre, qui doivent être moins lourds, je suppose? Oui, bien sûr. Alors la pharmacopée fait énormément de progrès. On connaît des progrès dans tous les domaines de la cardiologie, dans celui de l'hypertension artérielle, dans celui de l'infarctus du myocarde, dans celui du traitement des troubles du rythme. Et il est évident que c'est souvent la combinaison de ces nouveaux traitements et de ces nouvelles méthodes thérapeutiques qui améliorent énormément la qualité de vie des patients, puisqu'on ne les opère plus, on fait un geste de cathétérisme et on complète ça par un traitement médicamenteux plus efficace qu'il n'avait pu l'être auparavant. Et la spécialisation aussi de la cardiologie en elle-même, il y a plusieurs services à Marseille, 3 pour adultes. Oui. Vous êtes responsable du service de rythmologie cardiaque, donc encore une sous-spécialité dans cette matière. Exactement, c'est important de le souligner. La cardiologie dans les gros centres est en train de se diviser en 3 ou 4 grandes spécialités. Une qui concerne les coronaires, qu'on appelle souvent les services d'hémodynamique. Une qui concerne les problèmes d'insuffisance cardiaque, de valves. Une autre spécialité qui concerne les problèmes de troubles du rythme, dont nous parlions tout à l'heure, qui est donc le service de rythmologie. Et puis une autre spécialité qui est la cardiologie pédiatrique, par exemple, dont on vient de parler. Cette surspécialisation est un gage de qualité des soins. Alors justement, on va revenir sur, vous venez d'en parler, de la coronaire. De nouvelles techniques permettent de mieux dépister justement les risques d'infarctus pour déterminer si une opération doit être pratiquée ou pas. C'est l'étude de la réserve coronaire. Regardez. Lorsque l'ouverture d'une artère coronaire, qui est une des artères du cœur, rétrécit, cela s'appelle une sténose. Les causes principales en sont le tabagisme, le cholestérol, le diabète et l'hypertension. Les sténoses sont principalement responsables des infarctus. Mais certains rétrécissements ne sont pas assez sévères pour être traités par une chirurgie lourde et coûteuse. Un nouvel examen a été mis en place à l'hôpital de la Timone, l'étude de la réserve coronaire, qui permet d'évaluer la sévérité du rétrécissement. Donc cette technique, en fait, mesure la diminution du flux sanguin dans l'artère coronaire après la sténose
par rapport à ce qu'elle est avant la sténose. On fait cet examen en passant un petit cathéter dans l'artère immédiatement au décours de la coronarographie et avec une manipulation très simple, avec un appareil très simple d'utilisation, on peut obtenir un chiffre objectif qui permet de dire si oui ou non il y aura un bénéfice pour le patient à traiter la sténose et s'il faut faire cette intervention. Dans le cas contraire, on considère que la sténose n'a pas de retentissement fonctionnel important et qu'il n'y a pas de bénéfice à la traiter pour le malade et qu'un traitement médical suffira. La méthode permet une évaluation simple et rapide de la situation à l'aide d'un petit cathéter. En fait, ce guide, c'est un guide de pression qui est exactement similaire au guide qu'on utilise pour faire les angioplasties. Et ce guide, en fait, est introduit dans la coronaire au-delà de la sténose. Et donc, le capteur de ce guide permet d'évaluer quel retentissement, en fait, la sténose coronaire aura sur le flux sanguin au niveau du muscle qui est irrigué par cette artère. C'est quelques secondes à 0,90, 0,90. La technique est très fiable et c'est le chiffre indiqué par le capteur qui permettra d'opter ou non pour l'intervention. Dans le cas de ce patient, par exemple, la chirurgie ne sera pas nécessaire. Cet examen permet donc un gain de temps et l'économie d'une intervention inutile. On évite des fois des séjours plus prolongés et on prend des décisions rapides avec un test qui est vraiment objectif et qui est bien validé, donc c'est un vrai progrès pour le malade. L'étude de la réserve coronaire est une technique importée de Belgique. En fait, j'ai eu la chance d'aller en Belgique, là, à Aalst, en fait, entre Bruxelles et Gand, et qui a vraiment été un des centres pilotes au milieu des années 90 dans en fait, le développement au niveau du matériel et ensuite la validation clinique de cette technique, en fait, qui a montré qu'en se basant sur cette technique, on rendait vraiment service aux patients en traitant avec mise en place de stents uniquement les patients qui en avaient besoin. Donc effectivement, j'ai eu la chance de passer 1 an dans ce centre et donc de pouvoir maintenant ramener cette technique et de pouvoir l'utiliser actuellement à la Timone. Une collaboration européenne au bénéfice de tous. Alors Jean-Claude Deharrault, à qui s'adresse cet examen? Est-ce que moi, si demain j'ai peur d'avoir des douleurs dans la poitrine, je peux aller à l'hôpital de la Timone et demander à ce qu'on pratique cet examen? Alors bien sûr, il y aura un certain nombre d'examens qui seront pratiqués avant, mais si on décide de réaliser une coronarographie, si on a besoin d'aller voir vos artères coronaires, votre réseau de vascularisation du myocarde, on va quelquefois être amené à mesurer la réserve coronaire pour être sûr de ne pas traiter de façon anormale finalement une simple image radiologique anormale qu'on observerait. Donc c'est un examen qui s'adresse aux patients qui ont des douleurs dans la poitrine essentiellement. Et c'est un examen pour éviter aussi les infarctus? C'est un examen qui, normalement, bien sûr, doit être réalisé de façon à éviter par la suite d'avoir une occlusion d'une artère coronaire et donc effectivement un infarctus du myocarde. Alors, on va y revenir sur l'infarctus du myocarde, justement. Quels sont les signes avant-coureurs de cette maladie? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une maladie, d'ailleurs, l'infarctus du myocarde. C'est un événement. C'est une manifestation, un événement. C'est une manifestation d'un événement d'une maladie qui s'appelle l'athérosclérose, précisément, qui est une maladie qui touche tous les vaisseaux, tous les organes. Et donc qui peut boucher une coronaire, par exemple, ou boucher un vaisseau du cou, ou alors boucher, par exemple, une artère des jambes. Pour ce qui est qui provoque l'arrêt du cœur, en fait, alors, c'est ça? Ça provoque pas un arrêt du cœur, ça provoque l'infarctus. C'est en fait une petite partie du tissu myocardique qui va mourir puisqu'en fait elle n'est plus bien irriguée. Voilà, ça c'est l'infarctus. Et donc une petite partie du cœur qui marche plus bien, absolument. Pour être concret. Absolument, c'est une petite partie du cœur qui ne marche plus bien. Donc quels en sont les signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, c'est en fait, typiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la douleur dans la poitrine. Cette douleur dans la poitrine, typiquement, on dit qu'en fait, il s'agit d'un serrement dans la poitrine. Il ne s'agit pas d'une pointe, bien d'un serrement. On a l'impression d'avoir la poitrine bloquée dans un étau. Et cette douleur a tendance à partir dans le bras gauche et vers la mâchoire. Ça, c'est la douleur que l'on dit typique de l'infarctus du myocarde. Ce sont aussi, donc c'est vraiment le signe avant-coureur de la douleur de l'infarctus. On a tendance à avoir avant ce qu'on appelle de l'angine de poitrine, pas forcément, mais c'est vrai que l'angine de poitrine, c'est pareil, c'est cette douleur qui apparaît pour des efforts de plus en plus petits. En fait, plus les efforts vont être petits, plus justement la maladie de l'athérosclérose donc a évolué, et plus on a de chances qu'on fasse un infarctus derrière. Il est évident que certains patients vont commencer directement par faire un infarctus, vont faire cette douleur, et donc à ce moment-là, il faut essayer d'agir au plus vite pour essayer justement de rétablir la circulation. Toujours sur les signes avant-coureurs, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais moi il me semblait qu'on pouvait aussi avoir des douleurs dans le dos. Est-ce que c'est vrai ou pas ça?
Pour enlever les clichés en fait qu'on a en tête sur effectivement ces fameux signes. Pourquoi pas? On peut avoir une douleur dans le dos, c'est pas du tout typique. Hein. Ça nous fait d'ailleurs nous penser médecins à d'autres pathologies quand la douleur irradie dans le dos. Donc on pense à des maladies cardiovasculaires également, hein, mais on peut penser à une autre maladie que l'infarctus du myocarde qui s'appelle la dissection aortique. Et donc on peut effectivement avoir une douleur dans le dos. Il faut savoir que l'infarctus du myocarde peut aussi s'exprimer par des vomissements. Hein. C'est l'infarctus du myocarde qu'on dit dans une partie du cœur un peu différente. Donc il s'agit là... C'est très difficile d'ici de dire tous les signes possibles. Le signe classique qu'il faut retenir, effectivement, c'est la douleur dans la poitrine. Et que faut-il faire alors justement, si cela nous arrive, qu'on arrive à déceler ces fameux signes avant-coureurs? Bien là, il faut consulter de façon très urgente son médecin traitant, bien entendu, qui jugera et qui référera vers un cardiologue. Il ne faut pas appeler tout de suite les urgences. Alors, il y a deux situations. Soit on est dans la situation où l'angine de poitrine apparaît, ce dont parlait le docteur Pérouse, c'est-à-dire que les patients ont des douleurs dans la poitrine pour des efforts finalement, mais des efforts de moins en moins importants. Là, on consulte rapidement. Soit bien sûr, une douleur s'installe et ne disparaît pas. Et là, c'est le service d'urgence, le 15, à appeler en urgence absolue. Si la douleur est là et qu'elle ne disparaît pas après un certain temps, bien sûr. Que faut-il faire si ça arrive à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire qu'on est à côté d'une personne qui est en train de faire un infarctus. Souvent, les gens, même s'ils ont une formation, hésitent à intervenir. Qu'est-ce que vous conseillez? Il n'y a malheureusement pas d'intervention possible à la phase aiguë d'un infarctus, à moins qu'il y ait un événement très grave comme un patient qui s'effondrerait à cause d'un trouble du rythme. Mais si le patient est conscient, s'il signale uniquement une douleur, il faut immédiatement appeler les secours. Mais s'il s'écroule, voilà, parce que justement, il y a des défibrillateurs qui ont été installés un peu partout dans les lieux publics de la ville. Il y en a encore de plus en plus qui vont être installés. Tout le monde peut-il s'en servir? Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire, ces défibrillateurs? Alors c'est indispensable. Alors, ça s'adresse effectivement aux patients qui font un infarctus du myocarde, mais ça s'adresse à tous les patients cardiaques en général, parce que malheureusement, une des façons de décéder pour un patient cardiaque, c'est ce qu'on appelle la mort subite. La mort subite, c'est dans le langage courant ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque, tout simplement. Et contrairement à ce que sous-entend ce terme d'arrêt cardiaque, en fait, il n'y a pas un arrêt cardiaque, mais plutôt un emballement du cœur à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il faut un appareil pour défibriller le cœur, pour arrêter cet emballement qui s'appelle une fibrillation. Alors on a constaté que ces appareils, quand ils sont dans un hôpital ou dans un service de cardiologie, ils sont très utiles. Mais malheureusement, ils ne sont pas utiles pour tous les patients parce que la plupart du temps, ça se passe dans un lieu public. On n'est pas à l'hôpital quand on fait un arrêt cardiaque, effectivement. Exactement. C'est pourquoi il y a depuis quelques années, à l'instigation des pays anglo-saxons, une diffusion d'appareils qu'on appelle des défibrillateurs automatiques, donc utilisables par tout le monde finalement, en dehors de l'hôpital. Alors ils sont placés à des endroits stratégiques, dans des lieux publics, dans des lieux de forte abondance de personnes, et ils peuvent être utilisés effectivement par du personnel non médical qui a reçu une formation spécifique. Alors justement, il faut avoir reçu une formation. Est-ce que à l'hôpital de la Timone, des formations sont dispensées pour justement dispenser les premiers soins, les premiers secours à des malades éventuellement cardiaques? Alors, il n'y a pas de possibilité d'utiliser des défibrillateurs sans une formation de qualité. Donc, effectivement, avant que des appareils soient mis en place, on s'assure de la formation. La formation est assurée dans les hôpitaux, c'est vrai. Elle est assurée par tous les organismes qui prennent en charge l'urgence, les pompiers, le SAMU, par la Croix-Rouge également, par des fédérations comme la Fédération française de cardiologie, bref, par toutes sortes d'organismes qui sont en relation avec le public et en relation avec les maladies cardiovasculaires. À ce moment-là, des professionnels, à l'occasion de séances très courtes, mais répétées dans le temps, assurent une formation. Ce sont des séances qui prennent quelques heures initialement et qui sont répétées régulièrement afin de ne pas perdre l'acquis de la formation au premier secours. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des défibrillateurs, mais ces défibrillateurs ne sont utilisables que par des gens qui ont reçu une formation au premier secours, qui savent d'abord s'il faut les utiliser, qui savent comment les utiliser. Et on va terminer sur des conseils à donner à nos téléspectateurs qui nous regardent, encore une fois j'insiste, pour pouvoir réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Éric Pérouse, quels conseils pouvez-vous donner aux téléspectateurs qui nous regardent? Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires sont favorisés par l'apparition de facteurs de risque. Ces facteurs de risque, un certain nombre sont contrôlables, ou en tout cas on peut essayer d'agir dessus. Donc il s'agit avant tout d'essayer de réduire donc, ces facteurs de risque que l'on citait tout à l'heure. Donc le premier, ça va être éviter ce qu'on appelle nous la sédentarité, c'est-à-dire faire du sport, une activité physique régulière, pas forcément intense. Tous les sports, voilà, c'est justement la question que j'allais vous demander. Nous en tout cas,
pour avoir une activité physique sur le cœur qui nous intéresse, c'est pas forcément une activité intense qu'il nous faut, c'est une activité physique régulière. La marche, par exemple. La marche, une vingtaine de minutes par jour, hein, c'est ce qu'on recommande aux patients. Pas forcément le jogging, par contre. Le jogging lent ne nous dérange pas du tout, mais on sait par expérience que la tranche d'âge qui est touchée par la pathologie cardiovasculaire est sortie un petit peu de la période du jogging et aura plus de facilité à accepter la simple marche. La marche, ça peut être une marche en ville, tout simplement, une balade de 20 minutes simplement tous les jours. Quotidienne. C'est pas trop compliqué à faire. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Une alimentation saine, je suppose. Évidemment, très important l'alimentation saine. Donc, je le disais tout à l'heure, un des facteurs de risque, c'est le cholestérol. Donc, évidemment, il faut savoir essayer de limiter dans son alimentation tout ce qui peut être à apport malheureusement en graisse. L'alcool en particulier aussi fait particulièrement monter donc, le cholestérol. Et donc, avoir une alimentation saine est évidemment essentiel. Et puis, je vais finir sur le quand même facteur de risque principal. Et donc, ce serait bien de terminer là-dessus aussi pour en tout cas s'il y a des facteurs de risque, c'est le tabac, évidemment. Le tabac, alors là par contre, on ne peut pas y trouver grand-chose comme effet bénéfique, donc évidemment, stopper le tabac est la meilleure des préventions. Alors nous terminons sur ces bons conseils. Merci Eric Pérouse d'être venu sur ce plateau. Merci Jean-Claude Deharrault. Voilà, c'est la fin de cette édition et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la santé.